Salut la famille, c'est Yannicka, on est sur Click Talk, c'est ici que ça se passe la famille. Bah ouais. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Cynic, bienvenue Salut. chez Click. Bah, merci beaucoup, merci pour l'invitation. On te reçoit aujourd'hui vendredi 8 avril parce que tu sors Nixie. Ouais. C'est ton 10e album. Tu as une vingtaine d'années de carrière au compteur. Est-ce que pour toi, une sortie d'album, c'est toujours excitant? Ouais, bien sûr, c'est toujours un moment à part. C'est ce qu'on se disait un peu dans les coulisses tout à l'heure. T'as travaillé ton album depuis des mois et des mois. Ça fait des mois que je me demande si tel morceau va passer, comment les gens vont accueillir tel refrain, tel instru. Et là, c'est le jour où tu lâches tout, c'est le jour où l'album ne t'appartient plus. Moi, ça fait déjà pas mal de temps que je l'écoute en privé. Là, c'est le moment où tu le lâches dans la nature. Donc ouais, c'est toujours un grand jour. Et puis c'est un jour excitant, c'est kiffant. Sur la pochette, tu as plusieurs certifications. On peut voir des disques d'or, des disques de platine. Tu as vendu près de 1,5 million d'albums dans ta carrière. Tu as été un des très gros vendeurs de la fin des années 2000. Est-ce que cette pochette, c'est aussi une manière de rappeler un peu ton palmarès et de réaffirmer un certain statut dans le rap français? Alors oui et non, c'est pas que ça en fait, mais oui, c'est vrai que c'est toujours bien aussi de rappeler pour le public plus jeune ce qu'on a fait. Et c'est pas une question d'ego, c'est une manière de dire voilà, nous on a aussi existé à une certaine époque, on a apporté beaucoup au rap français. Et c'est aussi parce qu'on voulait reproduire plus ou moins un intérieur de maison. Et vu qu'à la maison j'ai pas mal de disques d'or un peu partout, donc voilà, c'était une manière de faire une pierre deux coups. Fin février, tu as dévoilé donc le premier clip de l'album. Ça s'appelle Cicatrice, je te propose de regarder. Il y a des combats qu'on ne peut pas gagner, capable à toi seul de gagner la guerre. J'ai tant de choses à dire mais j'ai peu de mots. Tu resteras l'homme qui portait la terre, le plus fort du monde à mes yeux de mots. Tant de blessures sous mon armure, mes cicatrices. La douleur pure, le regard dur, mes cicatrices. Mon écriture sous les ratures, mes cicatrices. Tant de blessures sous mon armure, mes cicatrices. Ces images, elles sont signées David Delaplace, qui est un illustre photographe du rap français et réalisateur. Il me semble que c'était votre première collaboration ensemble? Ouais, c'est ça. On a bossé aussi avec Marty, qui a bossé avec nous sur le clip. Et comme tu l'as dit, David Delaplace. Au départ, on devait bosser pour la cover de l'album, puisque c'est aussi lui qui a fait la cover de l'album. Et après, il y a eu un très bon feeling. Puis c'est quelqu'un de très, très créatif, avec des idées un peu folles. Et j'aime bien vraiment son univers, j'aime bien son délire, j'aime bien son côté on y va, on n'a pas peur. Donc après, on a commencé à bosser d'autres trucs aussi ensemble et on prépare encore d'autres surprises. Comment ça s'est passé le tournage de ce clip? J'ai cru lire sur Instagram que ça avait été un peu toute une aventure. Ouais, ce qui a été une aventure surtout, c'est l'arrivée, parce qu'on est arrivé à 23 heures passées, il faisait nuit, on a loué un chalet en fait dans une station de ski. Il faisait nuit et il y avait une pente pour accéder au chalet, évidemment enneigé. Moi, j'avais une valise de 40 kilos, parce que qui dit tournage de clip, dit pas mal de vêtements, des chaussures un peu partout, une grosse valise. Et je t'avoue quoi, l'arrivée, elle était sportive, quoi. Je suis sorti de la voiture, j'ai mis mon bonnet, mon cache-cou, et 5 minutes après, j'étais en sueur. Une pente comme ça, enneigée, en pleine nuit, avec une valise, c'était un concept. Ça en valait la peine en tout cas. Ouais, non, mais je le savais, j'avais été prévenu. Voilà. Mais ouais, ça en valait la peine. Le clip est magnifique. Puis franchement, c'était un bon délire. Voilà, le soir, on était au coin du feu, on refaisait le monde et tout. C'était vraiment cool. C'est un bon souvenir. Ce morceau, il est très personnel. Tu parles de ton papa qui est atteint d'Alzheimer et de tes filles que tu vois peu. À quel moment est née l'idée d'aborder ces thématiques-là? Moi, j'ai toujours été un mec qui fait des thèmes très personnels. C'est vraiment comme ça que je conçois la musique. Et en fait, à la base, le couplet sur mon père, je voulais en faire un morceau. Je me suis dit que le thème était quand même très lourd, donc j'ai essayé de jumeler ce couplet-là avec quelque chose d'identique, avec un truc qui me tracassait, qui me chiffonnait un peu. Et du coup, c'est là que ce morceau est né. En fait, Cicatrice, tout est dans le titre. Et puis l'envie aussi de se livrer un peu. Voilà, dans un album, c'est une variation d'émotions. Et là, c'est le morceau personnel de l'album avec des choses qui me tracassent au quotidien. Mais on aurait tendance à me blâmer, etc. Alors qu'en vrai, c'est des choses de la vie. Et c'est ce qui permet aussi d'écrire des morceaux super profonds avec une vraie plume et tout. Et c'est ce que j'affectionne le plus. Donc au final, je me retrouve dans ces morceaux-là. Là, on parle de choses de ta vie qui sont personnelles. Mais quelle est la plus grosse cicatrice du rappeur Cynic? Oh là là, la plus grosse cicatrice... En tant qu'artiste, quelque chose qui t'a vraiment marqué et où tu as peut-être mis du temps à te remettre En tant qu'artiste, tu parles? Je dirais le moment où c'est redescendu un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un petit peu violent. On a connu trois premiers albums qui
qui ont eu des succès incroyables. Et après, c'est vrai que quand ça redescend, tu vois des portes qui se ferment, tu vois des gens que tu affectionnais et qui t'avaient l'habitude de bosser, qui sont plus là, tu vois que tout devient un petit peu plus compliqué. Donc, c'est peut-être pas une des plus grosses cicatrices, mais en tout cas, faut un vrai temps d'adaptation parce que c'est pas une période qui est facile à vivre. Bien sûr. Aujourd'hui, tu en es complètement remis de ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Il m'a fallu 1 an pour digérer tout ça et après, je suis reparti au charbon en sachant que c'était une autre carrière qui allait commencer, que ça allait être autre chose, etc. Mais c'est tout aussi motivant. Aujourd'hui, la motivation que j'ai aujourd'hui, on est moins visible qu'auparavant, mais chaque chose qu'on fait, bah justement, on a encore plus de mérite à le faire. Et puis, on est moins aidé, etc. Donc, on fait tout nous-mêmes. Et ça donne une autre saveur à l'album, au succès qu'a l'album, au retour que j'ai, aux commentaires que j'ai. Donc, ouais, c'est carrément kiffant. Mais c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation. Ta musique, elle a évolué au fur et à mesure de ta carrière, évidemment, mais il y a des constantes, dont une qui me paraît assez évidente, c'est l'amour de la punchline. Ouais. J'aimerais bien qu'on en discute un petit peu. Je t'ai préparé quelques punchlines que j'ai repérées dans l'album. Ouais. Je te propose de les écouter et puis on en discute ensuite. Okay. La première, elle est extraite du morceau L'Ancien, donc le morceau qui ouvre l'album Nixie. Ces bâtards se rappelleront que j'étais hip-hop. 41, m'en bats les reins de faire des TikTok. TikTok, c'est un réseau qui travaille le monde de la musique. Maintenant, il y a des rappeurs qui font de la musique pour TikTok. C'est un réseau où les gens sont assez jeunes. Il y a certainement plein de jeunes qui écoutent du rap, mais qui ne connaissent pas forcément Cynic. Toi, comment t'expliquerais, comment tu raconterais Cynic à un jeune de 14 ans qui est sur TikTok? Ça serait compliqué. En fait, moi, j'ai écrit cette punch parce que j'ai une fille de 13 ans qui est à fond dessus. Et du coup, c'était plus un petit clin d'œil en fait par rapport à elle parce que je la vois toute la journée sur TikTok. Et puis c'est vrai que tout le temps, elle m'explique un peu le délire et tout. C'est des vidéos qui sont très courtes, ça va très très vite. En vrai de vrai, je pourrais m'adapter à ce genre de truc-là. Mais comme je le dis dans le morceau, arrivé à un âge, moi, c'est vrai que je m'en fous un petit peu. J'ai mes réseaux à moi, j'ai l'habitude de communiquer avec les gens. Après, comment je me présenterais? Comme un rappeur qui a fait pas mal de choses dans le rap. Mais qui est de la génération d'au-dessus, en fait, un peu comme un grand frère. La deuxième, elle est issue du morceau Balle perdue. On écoute. Les rappeurs sont des divas, je viens m'en accaparer. Tu leur demandes un featuring, tu parles à Maria Carré. Bon, pour le coup, c'est un titre qui porte vraiment bien son nom. Ouais. Là, donc, tu parles des rappeurs qui font les divas et qui potentiellement te refusent un featuring. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé dans la vraie vie, ça? Ouais, bien sûr, ça m'est arrivé sur cet album-là, c'est pour ça que j'en parle. Après, c'est pas vraiment le fait de refuser un featuring, ça, sincèrement, depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai essuyé des refus pour plein de raisons, parce que souvent les mecs bossent un album, sont en tournée, sont pas en France, etc. Donc, quand on demande un feat, on s'attend pas forcément à ce qu'on nous réponde oui. Mais après, moi, je suis d'une école où je me dis, il y a quand même plusieurs manières, en fait, de dire oui ou de dire non. Et c'est vrai que j'ai eu affaire à des divas, quoi, à des mecs qui sont pleins d'excuses, pleins de « ouais, rappelle-moi un petit peu plus tard, je finis ici, attends, rappelle-moi là », pour au final te dire non. Donc je pense qu'on aurait gagné plus de temps s'ils me l'avaient dit dès le départ. Donc c'était aussi le petit clin d'œil de cette phase. Est-ce que tu penses que cette réticence à croiser le fer avec des rappeurs plus anciens, c'est quelque chose qui est propre à la génération de rappeurs actuels ou c'est quelque chose qui a toujours été comme ça même à la fin des années 2000. Je pense que c'est plus propre à la génération actuelle, pour deux raisons. Parce que déjà, ils ne veulent pas spécialement se mélanger avec des anciens, et honnêtement, je peux le comprendre. Ils ont des équipes, des gens qui leur disent « écoute, lui, c'est un ancien, ça ne va pas t'apporter grand-chose, il ne fait pas des milliards de streams, il ne fait pas des milliards de vues, etc. » Et puis, il y a le côté, nous, on kick aussi beaucoup, donc c'est des coups à venir sur un morceau, se faire cramer. Donc, en vrai de vrai, ils n'ont pas grand-chose à gagner, et si je suis un petit peu plus global, honnêtement, je pourrais le comprendre. Donc tu penses que c'est plus une stratégie de calcul au final? Ah ouais, bien sûr, parce qu'il y a, par exemple, sur cet album-là, je te dirais pas de nom, mais il y a des mecs, je suis quasi sûr, qui voulaient vraiment le faire, le feat, et du jour au lendemain, j'ai senti une disparition, parce que ça sent le mec qui est dans l'équipe et qui déconseille à son artiste de le faire. Donc après, je peux comprendre que ce soit délicat, le mec qui t'a dit oui, tu sens que vraiment il y avait une volonté de faire le morceau, et puis du jour au lendemain, quelqu'un de son équipe lui a dit non, donc ne le fais pas, donc ils sont toujours un peu gênés, c'est toujours un peu délicat, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti en tout cas sur cet album. La troisième punchline dont je voulais te parler, elle est issue du morceau Sous-Culture. Tu passes ta vie à nous salir, rien que tu casses les burnes. Sauf que la rue, c'est pas ces news, rien que tu rases les murs. Tu veux le trône et la couronne, jouant le rôle du maître. T'es juste bon à foutre la merde comme un vieux troll du net. Je viens des endroits cachés qui sentent le cachot. Je préfère l'amour d'une banlieue fâchée que celui des fachos. Je pense que c'est pas nécessaire d'expliquer à qui tu t'adresses, c'est suffisamment bien dit dans le morceau. Toi, t'es un artiste qui a jamais eu peur de prendre des positions politiques. Pourquoi ça a toujours été important pour toi de le faire?
parce qu'il y a une bonne vieille phrase qui résume tout ça dans le rap. Je crois que c'est Calbo qui avait sorti ça, qui prétend faire du rap sans prendre position. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette philosophie, en fait. On a affaire à quelqu'un en ce moment, on peut le dire, hein, c'est Zemmour qui tous les jours nous combat. Alors quand je dis nous, c'est les jeunes de banlieue, les enfants d'immigrés, voilà. Et je pense que c'est tout à fait normal pour des artistes, surtout des artistes rap, de prendre position là-dedans. Et en plus, on est en période d'élection, etc. Donc de dire ce que nous on pense, parce qu'on existe dans ce débat-là, on vit dans ce pays, on a notre mot à dire. Alors ils ont le droit de ne pas nous aimer, mais on a le droit nous aussi de ne pas les aimer et d'en faire quelque chose d'artistique. Et ce que je dis, ouais, c'est qu'en gros, c'est plus facile de parler sur les plateaux télé comme eux. Et très souvent, tu vois qu'ils ont une grande gueule sur les plateaux télé, mais que dans la vraie rue, ça rase les murs. Le peu de fois où ils ont croisé des mecs un peu virulents, ça marche vite, ça baisse la tête, ça rase les murs. Et c'est ce que je voulais dire aussi dans le début de la punchline que tu as montré, c'est que il y a les plateaux télé, mais il y a la vraie vie. Et après, il ne faut pas se plaindre quand tu rencontres la vraie vie. Est-ce que c'est un discours qui manque dans le rap actuel ? Ah, carrément, moi je pense. Je pense que des morceaux sur Zemmour, il devrait y en avoir au moins une dizaine. Surtout aujourd'hui, si Zemmour se présentait il y a 20 ans, il y aurait eu beaucoup plus de morceaux, soit qui évoquent son cas, soit qui en parlent, soit qui le traitent de manière détournée. Mais je pense que le sujet aurait été beaucoup plus on en aurait beaucoup plus parlé. Après, le rap aujourd'hui a évolué. On se mouille moins parce que déjà, on a peur du bad buzz, on a peur de se faire invectiver sur les réseaux. Et puis, de manière générale, le rap est devenu beaucoup plus lisse, où le discours aujourd'hui, c'est on parle de soi, on parle de ce qu'on gagne, on parle de ses vêtements, on parle de choses qui, pour moi, sont beaucoup plus secondaires. Et pour moi, le vrai rap, c'est ça, c'est aussi d'aller un peu au charbon et d'aller se confronter aux vrais thèmes de l'actualité et à ce qui fait l'actualité en France. Et puis, ces dernières années, il s'en est passé des choses. Donc, j'estime qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Justement, en une vingtaine d'années de carrière, tu as beaucoup vu le rap évoluer. Tu as assisté à l'arrivée de la trap au milieu des années 2010. Plus récemment, il y a aussi eu la vague cloud rap. Le début de la décennie 2020, il est marqué par la drill et un porte-étendard que je te propose d'écouter. I hit the boy up and then I go skate in a Rari. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a thot. Get me lit. Gun on my head. 1 and a half. 10 in the clip. Baby. Baby, don't trip. Just lower your tone. Welcome to the party, Pop Smoke. Après sa mort, il y a eu un peu un déferlement. Il a été beaucoup écouté. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été influencés par sa manière de rapper et puis plus largement par la drill. Toi, est-ce que c'est un artiste qui t'a marqué? Est-ce que c'est un mouvement qui t'a intéressé ou pas particulièrement? Marqué, je serais un menteur si je disais oui, mais par contre, c'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup parce que déjà, il a une voix très identifiable et même si c'est pas mon courant à moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les mecs qui ramènent quelque chose de nouveau. Et puis sur scène, c'est ultra efficace. Alors moi, c'est pas ce que je maîtrise, mais contrairement à ce qu'on croit, je prends beaucoup de plaisir à écouter de la drill et surtout des mecs comme lui, parce que c'est vraiment quand tu m'as parlé de la drill, j'étais quasi sûr que t'allais me mettre du Pop Smoke, parce que c'est le mec qui maîtrise le mieux le truc. Puis je te dis, il a une vraie voix, il a un vrai délire. C'est une grande perte quand même de l'avoir perdu, je pense. Est-ce que tu considères que c'est un peu un game changer de ce début de décennie? Ouais, c'est ce que je te disais en fait. C'est vraiment, il y a des mecs comme ça qui ont marqué leur époque parce qu'ils ont ramené quelque chose de nouveau. Et lui symbolise tout à fait les années 2020 en fait. C'est l'artiste de 2020. Il aurait dû avoir une carrière beaucoup plus longue que ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a changé le game complètement, ça c'est sûr. La drill française, elle est un petit peu à mi-chemin entre la drill américaine et la drill UK. C'est aussi un courant musical qui a parfois tendance à glorifier la violence. On parle beaucoup de règlements de compte, d'armes blanches, pas uniquement blanches, de gangs, de meurtres. Et il y a parfois des artistes qui vont un peu s'approprier ces codes pour jouer dessus, alors que ça ne correspond pas forcément à leur réalité. Toi, tu as fait de la prison et tu as souvent expliqué dans ta musique que ce n'était pas un exemple à suivre. Comment est-ce que tu perçois ça aujourd'hui ? C'est le rap. T'en as qui n'ont jamais connu la prison, la rue, etc., qui vont la glorifier. Et c'est souvent ceux qui l'ont réellement connu qui t'expliqueront tous les dangers et toutes les choses à pas faire. Voilà, parce qu'on l'a vécu, parce qu'on sait ce que ça en coûte, parce qu'on sait ce que ça en coûte pour les familles, parce qu'on connaît les répercussions et les conséquences de tout ça. Puis j'ai un certain âge, je me vois pas aujourd'hui glorifier la violence, dire ouais, c'est bien de faire ci, c'est bien de faire ça. Moi, j'ai toujours été dans un discours de prévention où je me sers de mon vécu à moi, qui est, je pense,
très très riche pour justement dire, bah, en gros, regardez, nous, ça c'est les erreurs qu'on a fait. Le rôle du grand frère, c'est ça, c'est d'expliquer ses erreurs aux petits frères et de leur dire, en gros, les mecs, soyez pas cons. Faites pas la même chose que nous, ça va rien vous apporter. Et c'est vrai que dans le rap, bah, comme je te l'ai dit, c'est souvent ceux qui ont moins vécu ces choses-là qui en parlent le plus. Après, ça, c'est propre au rap. On peut rien y faire, ça existe depuis très très longtemps, des mecs qui s'inventent des vies ou qui vont glorifier gratuitement comme ça, sans concept, sans morale, sans, tu vois, il n'y a rien au bout en fait, c'est juste des mots pour des mots. Et en tout cas, moi, perso, c'est pas du tout mon délire. Est-ce que tu vois des artistes qui ont un discours particulièrement pertinent à ton oreille aujourd'hui, vraiment en termes de lyrics, quoi? Pertinent, j'ai bien aimé récemment, un artiste récent, j'ai bien aimé Laylo, que ça m'a surpris en fait, parce que justement il a tous les codes en fait de l'artiste d'aujourd'hui, mais il y a quand même une morale, il y a quand même un fond, c'est un mec qui a un véritable univers. Après Ninho c'est beaucoup plus street, mais j'aime aussi beaucoup parce que le mec a un vrai talent pur en fait, tout simplement, c'est une pépite. Il y a des artistes comme ça que j'aime bien, Rémi aussi que je trouve très fort, qui fait partie justement de la jeune génération, mais qui a tous les codes en fait quelque part aussi de l'ancienne génération, puisqu'il est très dans le contenu. Il parle beaucoup de sa maman, tu vois, moi c'est des choses qui me parlent en fait. Il a toujours une morale, toujours un truc à retenir, c'est pas juste des mots pour des mots. Et encore heureux qu'il y a plein d'artistes qui font encore le taf, quoi. Vous avez un morceau en commun d'ailleurs avec Rémi. Ouais, Enfant terrible, ouais, qui était sorti en 2019, si je te dis pas de conneries. Les problèmes me donnent mal au crâne, je veux m'éloigner des drames, on a tous un mal-être. Je suis un enfant terrible. On n'a pas fini avocat, donc on nous juge coupables, mais comment ne pas l'être? Je suis un enfant terrible. Ils font tout pour nous faire tomber, qu'ils essayent. Ils pourront pas faire plus mal, mon cœur saigne. Je suis un enfant terrible. Les problèmes me donnent mal au crâne, je veux m'éloigner des drames, on a tous un mal-être. Moi, quand je cherchais à renouveler un peu les feats et à faire quelque chose de nouveau avec une nouvelle génération, son nom, il m'est apparu tout naturellement. Et j'ai un peu l'impression de me voir plus jeune quand je le vois lui, en fait, dans la manière dont il aborde le rap, l'énergie qu'il y met. Et puis tu sens que c'est du vécu, tu sens que c'est pas bidon, tu sens que quand il parle de rue, il connaît le truc. Voilà, il a son vécu aussi à lui et c'est un artiste que je trouve super intéressant. En 2016, tu as ressenti le besoin de faire un break. Tu as temporairement quitté la musique pour te lancer dans le monde du tatouage. Ouais. C'est une thématique que tu as abordée plus tard, en 2019, avec le morceau Mes tatouages. Yes, ouais. Réputé inclashable, moi je baise les faux, gros, je dis le déri, mais c'est pour ça que je baise les mots. Alors j'ai tatoué love, pas sur le dos des arbres, mais sur mon bras, chacune des lettres représentant des armes. Un jour on fait l'amour, ou bien la guerre, c'est ça la vie en couple. On peut s'aimer puis partir en couille. Qui je suis, un homme avec ses fautes dessinées sur tout mon corps, mon histoire, ma vie de cancre. Je viens chanter, entouré par tous mes potes, pas besoin de me présenter, j'ai tout dit avec de l'encre. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette aventure d'ouvrir un salon de tatouage? En fait, moi, j'ai ressenti à un moment un besoin de me mettre en danger, de repartir à zéro, de faire quelque chose où mon nom d'artiste ne pourrait pas me servir au final, vraiment de repartir à zéro. Donc de trouver des locaux, de créer une marque, de créer un logo, de créer un business, d'entreprendre de manière plus générale. Et après, j'ai toujours été un passionné de tatouage, donc en vrai, l'idée de me lancer là-dedans, elle s'est faite tout naturellement. Mais il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer. À un moment, j'en ai vraiment eu marre de la musique et j'avais vraiment ce besoin de partir sur un truc totalement différent, totalement dans l'ombre, mais en même temps créer quelque chose, parce que c'est aussi de la création, c'est un peu comme un album, tu pars de zéro, puis à la fin, il y a un résultat, il y a un truc qui tourne, qui fonctionne. Et je trouvais ça kiffant, en fait. Depuis ce jour-là, d'ailleurs, j'ai vraiment pris le goût d'entreprendre. J'ai d'autres projets, d'autres choses qui sont en place et je vais essayer d'aller au bout. Il y a des choses dont tu peux parler ou pas forcément? Ouais, bien sûr, j'ai un projet qui s'appelle Iconic Music, où en fait ce serait un studio, mais pas que ça, avec un pôle vidéo, un pôle photo, et en fait ce serait de l'accompagnement d'artistes, alors que ce soit des artistes débutants ou confirmés, où en gros, il y a beaucoup de gens qui sont forts dans la musique, mais qui savent pas trop ni comment la mettre en place, ni comment, par exemple, se structurer en studio. Donc on aurait par exemple Kaina qui viendrait nous aider pour le coaching. En fait, je veux me servir de tous mes contacts que j'ai accumulés pendant toutes ces années pour faire une structure où on pourrait accompagner vraiment les artistes de A à Z, c'est-à-dire de la première rime jusqu'à la fin, jusqu'à l'image, jusqu'à les réseaux sociaux. Et avec tous les gens qu'on connaît aujourd'hui, on peut se permettre de faire ça. Donc il y aurait par exemple David Delaplace qui serait là pour tout ce qui est photo, pour tout ce qui est clip, et on va mettre tous nos contacts comme ça en marche dans une seule structure. Et on va faire de l'accompagnement avec un gros studio, et voilà, et on espère recevoir des gros projets. Ouais, donc un gros projet. C'est une exclusivité, ça?
Ouais, c'est encore sur le feu. Tu vois, là, je vais pas te mentir, dès que l'album il se termine, je vais commencer à chercher les locaux. Et c'est prévu normalement pour une ouverture pour la fin de l'année, donc peut-être un petit peu avant, à la rentrée, si ça se passe bien. Ok, donc tu as vraiment pris ce goût-là d'ouvrir des business un petit peu annexes. Ouais, c'est ce que je te dis. Là, j'ai ouvert 2 salons de tatouage. J'ai ouvert mon propre label aussi pour produire mes projets. Et puis là, on revient un petit peu à la musique, à ce qu'on sait faire le mieux. Et c'est vraiment ouvrir une grosse structure, un gros truc d'accueil comme ça pour les artistes confirmés ou débutants. En tout cas, moi, je trouve que rendre, c'est quelque chose de mortel, quoi. Redonner aussi ce que nous, on a appris. J'ai bossé avec plein de gens dans le rap qui m'ont appris plein de choses, plein de manières de concevoir et de faire de la musique. Donc, c'est un projet qui m'intéresse. Ton album Nixie se termine avec un morceau qui s'appelle Je leur dirai, que tu dédies à tes filles et que tu interprètes même avec elles. Je te propose d'écouter un extrait. On a des rêves un peu plus grands quand on habite. Je prendrai mon temps. La chair de ma chair, le sang de mon sang. Je leur ferai la guerre, le ciel me comprend, tout pour mes enfants. Et si je pars, je serai toujours là. Je vous laisserai un peu de moi. Ta fille aînée, Inès, t'accompagne sur le refrain. Ouais. Il y a la petite Iman qui lâche un gros couplet en fin de morceau. Grave. Comment ça s'est passé, la création de ce morceau familial? En fait, il y a Inès qui participe au refrain, comme tu l'as dit, mais plus que ça, parce qu'en fait, c'est elle qui a fait la prod. Donc c'est elle qui... En fait, elle joue du piano depuis quelques années. Elle a grandi en studio, donc les studios ne sont pas du tout des endroits qui l'impressionnent. C'est vraiment que pour elle, c'est tout à fait naturel. Et depuis peu, en fait, elle s'était mise au prod. Et puis là, en fait, ça, c'est le premier morceau en fait, qu'elle produit de toute sa vie. Ou quand je dis produire, c'est vraiment elle qui l'a fait. Donc elle a fait ses 2 pianos, elle a rajouté le kick, son violon. Elle bossait avec... C'était d'ailleurs assez marrant d'avoir bossé avec mon ingénieur du son en studio, comme ça, à 13 ans, lui donner des directives et tout. Mais c'est une génération de surdoués, en fait, tu vois. C'est des mômes qui savent tout faire. Et du coup, ouais, elle a plus que participé au morceau, puisqu'elle est sur le refrain, elle a bossé la réalisation du morceau et elle a fait la prod. Et comme tu l'as dit, après, il y a Iman pour le clin d'œil à la fin, qui m'avait envoyé un jour un vocal de 4 minutes. Je l'ai écourté un peu, parce que sinon les gens allaient craquer. Mais voilà, je tenais ça... Enfin, l'idée, je la trouvais mortelle, en fait, de faire un morceau avec mes filles, de les mettre toutes les deux dans le son. Et puis c'est un son qu'on réécoutera dans quelques années. Et je pense qu'on en sourira facile. J'imagine que tu as été impressionné de voir ta fille de 13 ans produire un morceau, quoi. Ouais, non, mais après, je savais, parce que je ne suis pas totalement étonné, mais c'est surtout la facilité avec laquelle elle travaille en studio et à quel point c'est normal, en fait, pour elle. Moi, à son âge, par exemple, j'aurais été impressionné de parler à des adultes et de leur dire comment faire. Attends, j'ai une idée, je recommence. Elle est venue faire sa prod comme n'importe quel beatmaker, au final, tu vois, et de voir qu'elle n'était pas du tout impressionnée. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est une génération de surdoués, parce que ils font des choses à leur âge que nous, on était incapables de faire à cet âge-là, quoi, tu vois. Et puis, avec une facilité, une aisance, et puis elle a une oreille de ouf, tu vois. Elle a vraiment une oreille de ouf, c'est-à-dire qu'elle entend des trucs, elle me dit non, là, je le sens plus comme ça, comme ça. C'est pas nous, on lui a dit, tiens, joue ces notes-là, etc. Elle est venue avec sa créativité. Et ouais, c'est un morceau dont je suis extrêmement fier, parce que tu m'aurais dit il y a quelques années que Inès m'aurait fait une prod et qu'on aurait bossé un son en studio tous les deux, etc. Je sais même pas si je l'aurais cru, donc... Elle m'a épaté sur ce coup-là, ouais. Comment on grandit quand on est la fille de Cynic? On grandit en studio. Au départ, je me souviens qu'elle ne comprenait pas trop pourquoi je m'arrêtais si souvent dans la rue, pourquoi j'appelais tout le monde frérot et tout le monde m'appelait frérot. C'est vraiment un truc qu'elle me demandait, en fait. Mais pourquoi il t'appelle frérot? Pourquoi tu l'appelles frérot? Pourquoi tu fais des photos? Ça, c'était quand elle était petite. Et après, je te dis, elle a grandi en studio, elle a grandi en tournée, elle est venue avec nous, elle a déjà vu une bonne partie du monde. Et puis, pour elle, en fait, tout ça, maintenant, c'est naturel, c'est quelque chose de normal qu'elle a assimilé. Elle comprend aussi mon rôle aujourd'hui dans le rap. Elle sait que nos plus belles années, c'était il y a quelques années. Mais elle sait aussi que les gens ne nous ont pas oubliés parce qu'elle le constate tous les jours en marchant avec moi. Elle voit bien aussi l'amour, le respect que les gens me donnent. Et en fait, pour elle, je pense que ça a été un boost parce que vu qu'elle a une fibre artistique, de voir sa mère et de me voir moi dans la musique et de voir surtout l'amour que les gens nous donnent, ça a été une motivation de ouf. Et puis je te dis, elle est talentueuse, donc on l'a jamais forcée, mais en même temps, on l'accompagne dans ce qu'elle veut faire, tout en la protégeant, quoi. Et est-ce que, de l'autre côté, toi, ta façon de faire de la musique, elle a évolué depuis que t'es parents? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Ouais, déjà au niveau de la gratuité, au niveau des gros mots, au niveau des phases sur les femmes en général, etc. Je fais beaucoup plus attention parce que
bah forcément, j'ai des filles, j'ai que des filles, moi, à la maison. Donc, évidemment, ton regard, il change, il évolue. T'es moins dans le truc de con, du rap, tu sais, un peu grossier à l'ancienne. Tu t'essayes de faire attention. Et puis, j'ai toujours été dans la morale, mais là, je le suis encore plus. J'essaye encore plus de faire attention. Et peu importe le sujet que je vais traiter, il faut toujours qu'il y ait une morale, il faut toujours qu'il y ait un truc positif à la fin, il faut toujours qu'on retienne quelque chose. Ou même si je parle de quelque chose de grave, par exemple, il y a un morceau dans l'album qui s'appelle BX Noir. Le sujet est quand même sombre, puisque c'était quand je dormais dans ma voiture, mais moi, j'ai décidé d'en faire quelque chose de presque marrant, parce qu'à la fin, je dis, ah, les bâtards, ils m'appelaient Chirac. Tu vois, donc en vrai de vrai, j'essaye toujours de tourner le truc à la rigolade, parce que voilà, les épreuves font partie de la vie, il faut juste savoir s'en servir et en faire quelque chose de bien. On le disait en début d'émission, Nixie, c'est ton 10e album. Tu as presque 20 ans de carrière derrière toi. Quand tu regardes dans le rétro, quel regard tu portes sur ton parcours? J'en suis fier, hein. Sincèrement, c'était pas du tout gagné au départ. Après, je te dis, ma carrière, elle se décompose en plusieurs parties, mais je suis fier de toutes les parties, en vrai. Je suis fier de tout, parce que ce qui compte, c'est que j'ai toujours donné le meilleur, j'ai jamais triché, je me suis jamais inventé une vie. À chaque fois que j'ai fini un album, j'étais convaincu que c'était ce que je pouvais faire de mieux sur le moment, comme celui-là, comme celui qu'on vient de faire. Et à chaque fois, c'est de l'amour que les gens ils te renvoient, etc. Et puis, tu sais, le meilleur respect, c'est les gens qui te le donnent, en fait. Et qui te le donnent souvent très longtemps après que l'album soit sorti. Et moi, on me reparle de mes premiers albums, on me reparle de tel morceau, on me dit que tel son a aidé telle personne. Je reçois beaucoup de messages de parents, de gens qui me disent, par exemple, quand tu as fait La Cité des Anges, bah, moi, mon fils, il était à l'hôpital, je lui faisais écouter, ça lui a donné de la force. Donc, quelque part, on est fiers de ça, parce qu'on se dit, c'est pas juste de la musique, en fait. Ça a fait du bien à des personnes, ça les a aidés dans leur vie de tous les jours, même des papas costauds qui te racontent leurs anecdotes par rapport à leurs enfants, par rapport à plein de choses. Et au final, c'est un peu prétentieux ce que je veux dire, mais on se sent utile. On a l'impression que ce qu'on a fait, bah, ça a servi à quelque chose. Nous, on a pris du plaisir à le faire, et les gens qui l'ont écouté s'en sont servis pour telle ou telle épreuve, pour s'endurcir un peu, pour comprendre des choses. On parle beaucoup d'éducation, tu m'as éduqué, tu m'as appris des trucs. Donc, quand tu mets tout ça, en fait, à la fin, quand tu réunis tout ça, bah, c'est une immense fierté, parce qu'on a été honnête, les gens l'ont vu, et en plus de ça, il y a toujours eu du contenu, il y a toujours eu une histoire à raconter. Donc, c'est kiffant. Écoute, on espère que les gens qui t'ont suivi apprécieront Nixie, qui est d'ores et déjà disponible dans les bacs et sur les plateformes de streaming. Tu es aussi en concert à l'Élysée-Montmartre le 20 mai prochain. 24 mai, ouais. 24 mai, pardon. Ouais, le 24 mai. Merci beaucoup, Cynic. Merci à toi. Merci. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.